Bien. Bien, chers élèves, chers apprenants, nous voici en train d'approcher autre réalité. Alors, nous avons travaillé sur le sujet numéro 1, où nous avons brossé un certain nombre d'aspects, et toujours dans le cadre de vous aider à préparer au plus large ce second tour du BPC, nous allons attaquer présentement le sujet numéro 2, qui s'articule aussi sur un certain nombre de points que vous aurez l'occasion de découvrir entièrement. Pour commencer, nous partons avec l'exercice grand 1 de cette première partie du sujet numéro 2. A de x est une fonction définie par a de x égale valeur absolue de 3x moins 6 moins racine carrée de x plus 1 au carré. Petit 1, calculer a de 0 et a de moins 2. Petit 2, montrer que a est une fonction affine par intervalle. Petit 3, représenter graphiquement a dans un repère OIJ. Petit 4, résoudre graphiquement l'équation a de x égale 2. Alors, nous avons donc à travailler à la fois sur les valeurs absolues et sur les racines carrées, suivi donc de ce qu'on appelle calcul de l'image d'un nombre réel par une fonction comportant donc les valeurs absolues et les racines carrées. Alors, la présentation pour traiter cet exercice est la suivante. Produisez d'abord la fonction qui est proposée, valeur absolue de 3x moins 6 moins racine carrée de x plus 1 au carré. Voici la fonction et maintenant vous commencez à répondre aux questions selon l'ordre indiqué. Alors, premièrement, nous voulons calculer les images d'un certain nombre de réels par a. J'écrivais simplement calculons. Nous devons calculer donc ici a de 0 et a de moins 2. Alors, on a d'abord a de 0 qui est égal à 3, valeur absolue de 3 fois 0, moins 6, moins racine carrée de 0 plus 1 au carré. Alors, vous savez très bien qu'il faut simplement remplacer à tout moment la lettre x par le nombre 0 ou par le nombre moins 2 ou par n'importe quel autre nombre dont on veut calculer l'image. On obtient alors 3 fois 0, c'est 0, moins 6, moins racine carrée de 1 au carré. On obtient valeur absolue de moins 6, moins 1, parce que racine carrée de 1 au carré, c'est toujours racine de 1, et racine de 1, c'est 1. Nous obtenons alors, ici, la valeur absolue de moins 6 est égale à plus 6, parce que vous avez vu que la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Alors, on obtient plus 6 moins 1, c'est-à-dire simplement que a de 0 égale à plus 5, ou encore vous pouvez écrire 5 sans le signe, vous êtes libre. Voilà comment on calcule l'image de 0 par la fonction a. Ensuite, vous allez calculer a de moins 2. De la même manière, en remplaçant toujours x par le nombre moins 2. Donc, on a 3 fois moins 2, moins 6 pris en valeur absolue, moins racine carrée de moins 2 plus 1 au carré. On obtient valeur absolue de moins 6, moins racine carrée
de moins 1 au carré. Ce qui nous donne valeur absolue de moins 12 moins 1. Parce qu'on a racine carrée de 1 simplement, qui est égale à 1. Alors, on voit ici racine carrée de moins 12, c'est égal donc à plus 12. Donc, on obtient plus 12 moins 1. Donc, a de moins 2 est égal à plus 11 ou encore 11, simplement, sans signe. Voilà comment on calcule donc l'image d'un nombre réel par une fonction comportant à la fois des valeurs absolues ou des racines carrées. Bien, nous passons maintenant à la deuxième question où il s'agit de montrer que A est une fonction affine par intervalle. Alors, là, vous êtes obligé de faire un travail plus énorme. Et il faut bien suivre cela. Alors, vous voyez bien que la fonction A comporte des valeurs absolues et la racine carrée du carré d'une expression. Cela veut dire qu'il faut d'abord écrire A sans l'aide du symbole de la racine carrée dans un premier temps. On obtient alors A égale valeur absolue de 3x moins 6 moins, et nous avons vu que si A est un nombre réel, racine carrée de A au carré est toujours égale à valeur absolue de A. Donc, on a la valeur absolue de x plus 1. Alors, maintenant, c'est à partir de cette écriture-là que nous allons commencer à prendre la voie qui nous permettra de montrer que la fonction que nous avons est affine par intervalle. Mais alors, il faut pouvoir exprimer A sans l'aide du symbole des valeurs absolues par un travail auquel vous êtes habitué. Vous posez d'abord 3x moins 6 égale 0, puis x plus 1 égale 0 parce qu'on a besoin de connaître le signe afin de pouvoir chasser définitivement le symbole des valeurs absolues. Alors, cela nous permet d'avoir x égale 2 d'une part et x égale moins 1 d'autre part. Alors, ces deux valeurs que nous avons nous permettent donc de passer à l'établissement d'un tableau qui va nous donner les différentes expressions de A. Et comme on l'a dit, les valeurs sont rangées toujours dans l'ordre croissant dans votre tableau. Nous avons d'abord moins 1 et ensuite nous avons 2. Et nous partons bien entendu de moins l'infini à plus l'infini en passant par ces deux nombres-là. Alors, vous avez d'abord la valeur absolue de 3x moins 6. Comment allons-nous l'exprimer sans l'aide du symbole des valeurs absolues en fonction de son signe? Alors, cette expression s'annule en deux. Signe de A à droite qui est plus, et quand le signe plus arrive, on supprime les valeurs absolues sans changer aucun signe à l'intérieur des valeurs absolues. On obtient alors 3x moins 6 toujours. Signe contraire de A à gauche qui est le signe moins, et quand le signe moins arrive, on change tous les signes qui sont à l'intérieur des valeurs absolues tout en les supprimant. On obtient alors moins 3x plus 6, moins 3x plus 6 parce que c'est le même signe. Ensuite, nous allons étudier aussi la valeur absolue de x plus 1 qui s'annule donc en moins 1, signe de A à droite qui est plus, donc on obtient x plus 1
Et ici, c'est son opposé qui est moins x moins 1. Alors, au total, on obtient a de x. Alors, pour établir donc les différentes expressions de a de x, sachez que le correcteur doit voir comment le travail a été fait sur votre copie mère. On ne le fait pas au brouillon et on vient reporter dans le tableau parce que ça peut ressembler à de la tricherie. Donc, ici, vous précisez toujours les intervalles dans lesquels vous travaillez et vous effectuez donc les calculs tels qu'il faut les effectuer. Alors, dans un premier temps, donc, vous avez une première expression. Ici, lorsqu'on veut connaître maintenant l'expression de a de x, il s'agit de faire la différence des deux expressions que vous avez dans chacun des intervalles de votre tableau. Alors, vous aurez d'abord, dans un premier temps, a de x qui est égal à moins 3x plus 6 moins x moins 1. En calculant, on obtient moins 3x plus 6 plus x plus 1, c'est-à-dire finalement moins 2x plus 7. Donc, voici l'expression de a dans le premier intervalle. Ensuite, vous déterminez encore la même expression dans l'intervalle suivant. Là-bas, on a toujours moins 3x plus 6 moins x plus 1. Et là, on a moins 3x plus 6 moins x moins 1, c'est-à-dire moins 4x plus 5. Et vous complétez votre table. Et enfin, dans le dernier intervalle, a de x égale 3x moins 6 moins x plus 1, c'est-à-dire 3x plus moins 6 moins x moins 1. On obtient donc 2x moins 7. Alors, l'établissement du tableau n'est pas suffisant pour répondre à la question. Il faudra dire quel est le nom de a de x, connaissant bien sa forme, dans chacun des intervalles, et c'est ce qu'on appelle donc les conclusions. Alors maintenant, vous faites la conclusion de vos travaux pour donner les nouvelles expressions de a de x. Alors, on obtient. Vous avez le choix d'écrire, de présenter comme vous voulez. On peut écrire par exemple a de x qui est égal, et vous avez plusieurs situations, plusieurs noms. D'abord, moins 2x plus 7. Si x est élément d'un intervalle précis qui est l'intervalle moins l'infini à moins 1, fermé. Ensuite, vous avez moins 4x plus 5 si x est élément de l'intervalle fermé, moins 1 à 2.
Et enfin, 2x moins 7 si x est élément de l'intervalle 2 à plus l'infini, fermé donc en 2. Et maintenant, au regard de ce que vous avez donné comme forme explicite de a de x, vous pouvez simplement répondre à la question en disant que a de x est de la forme ax plus b dans chaque intervalle. Ce qui vous permet de conclure pour dire que a est une fonction affine par intervalle. Donc, cette question vous fait revoir d'abord comment on étudie le signe d'une expression, permettant donc de l'exprimer sans l'aide du symbole des valeurs absolues, après l'avoir exprimé sans l'aide du signe et de la racine carrée. Ensuite, vous savez comment il faut faire ici l'addition des fonctions polynômes. On additionne toujours les monomes de même exposant. Et cela vous permet de comprendre que lorsqu'on dit fonction affine, c'est une fonction qui est de la forme f ou g ou h de x égale ax plus b, où a et b sont des nombres réels. Alors, la conclusion est celle-ci. Alors, à présent, en troisième question, on demande maintenant de représenter graphiquement cette fonction-là dans un repère OIJ. Alors, nous voulons faire la représentation graphique d'une fonction. Même si on n'a pas dit dans un repère OIJ, vous devez impérativement le savoir. Ce n'est que dans les repères parce qu'il faut tracer toujours des droites, puisque nous avons parlé d'application ou de fonction affine par intervalle. Alors, vous faites d'abord des tableaux qui vous permettent de représenter graphiquement chacune des droites. Alors, nous allons utiliser cet espace par rapport à ça. Nous allons les appeler, par exemple, les différentes droites là. On va les appeler delta 1, qui est la première droite d'équation y égale à moins 2x plus 7. Là, nous devons avoir un tableau qui nous permet de représenter cette fonction-là, comportant x et y, et les points sont appelés A et B. Voilà, si vous voulez changer de nom aussi, vous êtes libre. C'est vous qui produisez votre travail et le correcteur suit. Alors, donc, pour tracer une droite, on a besoin de 2 points seulement, parce qu'une droite est une infinité de points, mais 2 permettent de tracer correctement votre droite. Alors, quand vous regardez maintenant l'expression de la fonction, c'est à vous de prendre des valeurs qui vous permettent de travailler sur votre feuille. Par exemple, si je dis que x est égal à 3, ça me permet de trouver y en remplaçant x par 3. On obtient donc y égale à moins 2 fois 3 plus 7, c'est-à-dire moins 6 plus 7, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai un premier point A de coordonnées 3, 1 que je peux placer aisément dans mon repère. Ensuite, je vais trouver une autre valeur. Je suis libre de toutes les valeurs que je choisis. Alors, je peux prendre par exemple ici y égale par exemple 0. Alors, si je dis que y égale 0, je résous l'équation moins 2x plus 7 égale 0. Dans ce cas, je vais trouver la valeur de x. Alors, cela signifie ici que moins 2x égale moins 7. Donc, x est égal à 7 demi. Et 7 demi,
dans la division, j'obtiens un quotient décimal exact parce que ça fait 3,5 que je peux placer dans mon repère. Ça, c'est pour tracer la première droite. Je fais le même travail pour la deuxième droite. Et enfin, la troisième. Et maintenant, on va passer à la représentation graphique dans chaque cas, en tenant compte de l'intervalle dans lequel on doit être. Donc, il est d'abord important de savoir réaliser le tableau permettant donc de tracer une droite. Alors, pour la deuxième droite, nous allons l'appeler delta 2, d'équation y égale moins 4x plus 5. Là aussi, je fais un tableau de valeurs, comme précédemment. Alors, je suis libre de toutes les valeurs, mais je choisis toujours les valeurs qui me permettent de faire ma représentation sur ma feuille. Sinon, si vous dites x égale à 100, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans le calcul, vous allez trouver y égale à 80, vous n'avez pas d'espace, donc vous prenez des valeurs raisonnables. Par exemple, ici, je peux dire si x égale à 1. Je remplace x par 1 dans l'équation, j'ai y égale à moins 4 fois 1 plus 5, c'est-à-dire moins 4 plus 5, c'est-à-dire tout simplement 1. Vous voyez que c'est facile de placer le point de coordonnée 1, 1 sur votre feuille. Ensuite, ici, voilà, je peux écrire encore une autre valeur que je choisis librement. Je peux dire par exemple si x égale à 0, pourquoi pas? Voilà, et si x égale à 0, y égale à moins 4 fois 0 plus 5, c'est-à-dire 5 tout simplement, et ma feuille me permet de placer ce point de coordonnées trouvé, c'est-à-dire 0, 5. Et enfin, j'ai la troisième droite que je vais appeler delta 3 d'équation y égale à 2x moins 7. Alors, voici le tableau de valeurs approprié que je peux faire. Comportant toujours mes points traditionnels A et B. Mais dans la figure, vous ne les nommez pas, vous placez seulement le point. Alors, ici, j'ai 2x moins 7. Quelle valeur je vais donner à x pour avoir des valeurs plus raisonnables? Je peux prendre par exemple x égale à 4. Alors, si x égale à 4, y égale à 2 fois 4, 8. 8 moins 7, c'est 1. Ensuite, je peux prendre encore une autre valeur. Je prends par exemple x égale à 2. J'aurai 2. Et j'ai 2 fois 2, 4. Et 4 moins 7 égale moins 3. Alors, je vois que j'ai des points que je peux pleinement placer dans mon repère et faire ma construction. Voilà les différents tableaux qui vous donnent les points à chaque fois vous permettant de tracer vos droites. Ça, c'est la première étape qu'il faut réussir. Maintenant, on passe à la représentation en établissant copieusement notre repère. Alors, même si on ne précise pas, sachez qu'il s'agit toujours d'un repère orthonormé où les axes sont perpendiculaires et les distances OI et OJ sont toujours égales. Vous connaissez vos points que vous devez placer et donc vous faites votre repère en tenant compte de cela. Voilà. Je peux
l'unité graphique, c'est toujours 1 cm. Et je gradue en fonction de mon besoin. C'est la même unité sur tous les axes. Voilà. Alors, on vous a dit que le repère a un nom, il s'appelle OIJ. Vous aussi, vous le respectez ainsi. Alors, il faut maintenant placer les points en tenant compte des coordonnées que vous avez trouvées dans votre tableau. Alors, pour la première droite, la droite passe par les points A et B de coordonnées respectives 3, 1 et 3 demi 0. Alors, 3, 1, ça veut dire ici simplement que l'ordonnée du point, c'est 1. Alors, vous faites une droite graduée, une droite en pointillé, parallèle à l'axe des abscisses ainsi qu'il suit. Et vous cherchez maintenant l'abscisse 3 et vous obtenez votre point. Donc, le premier point de votre première droite, c'est ici. Voilà. Même si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, ce n'est pas bien grave, mais il faut placer les nombres à l'endroit. OK. Alors, le premier point est placé. Je place le deuxième point de coordonnées 7 demi 0. Alors, sur la droite, il n'existe pas de fraction. Vous faites la division, ça vous donne 3,5. Et l'ordonnée, c'est 0. Ça veut dire que le point est situé sur l'axe des abscisses. Alors, dès que vous avez fini de placer les points dans chaque cas, tracez la droite dans un premier temps. Alors, la droite peut être tracée ainsi qu'il suit. Bien. Alors, la droite est tracée. Sachez que vous n'avez pas besoin de toute la droite, mais d'une partie de la droite, puisque dans chaque cas, vous êtes dans un intervalle bien précis. Alors, elle doit s'inscrire dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 fermé. Alors, vous voyez que moins l'infini est illimité. Vous recherchez maintenant où se trouve x égale à moins 1. Et à partir de là, vous allez faire une droite en pointillé qui va rencontrer la droite. Bon, ici, l'espace va nous faire défaut parce que la droite devait continuer. Et à partir de moins 1, on coupe la droite ici, avant de trouver la partie qui nous intéresse. Donc, peut-être il va falloir réduire les dimensions
Bon, ok. Donc, vous voyez, à partir de x égale moins 1, vous allez donc faire une droite en pointillé. Et cette droite en pointillé doit aller croiser la droite que vous venez de tracer. Ça veut dire que si nous prolongeons la droite là, puisqu'elle est illimitée, on doit continuer autant que possible et la droite doit passer ici. Cette droite en pointillé que je trace doit couper la droite qui figure déjà en un point donné. Et si nous avons continué, le point de rencontre peut être ici, par exemple. Voilà, ou plus haut, parce que le tableau nous fait défaut. Donc, ça veut dire que cette droite-là passe par ce point d'intersection qui n'est pas forcément ici, mais c'est au-delà du tableau et l'espace ne nous permet pas. Ce qui est sûr, avec ce qu'on va faire par la suite, vous comprendrez ce que ça veut dire. Alors, si ici c'est le point d'intersection de la droite en pointillé d'équation x égale à moins 1 et de la droite delta 1 que je viens de tracer, je regarde maintenant à partir d'ici, puisque la droite est divisée en deux parties. Mais laquelle je retiens, je regarde l'intervalle, c'est de moins l'infini à moins 1. Donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, je n'ai pas besoin de la droite qui descend. Comme ça. Voilà. Donc, ici, regardez simplement que si, par exemple, la droite, supposons que la droite soit ici, je n'aurai pas besoin de cette partie de la droite qui descend par le bas, parce que je vais de moins l'infini à moins 1 et je me limite. Donc, la partie de la droite qui existe ici et qui continue plus haut, c'est elle qui m'intéresse. Ça veut dire qu'à partir d'ici, je veux la droite qui se trouve vers le haut, parce qu'elle est située dans l'intervalle moins l'infini à moins 1. Voilà. Et maintenant, c'est de la même manière que je vais construire l'autre partie, à partir du tableau de valeurs que j'ai. Donc, ça veut dire que par le même travail, donc cette partie de la droite, on n'en veut pas. Et on l'enlève toujours, on ne la laisse pas. Voilà. Maintenant, à partir de moins 1, ce point que vous avez vu là, c'est un premier point de départ de la deuxième droite. Parce que quand je la trace, elle doit forcément passer par ici. Voilà. Et être aussi décroissante en allant dans un intervalle qui est de l'intervalle moins 1 à 2. Donc, je trace cette droite en plaçant les points qu'il me faut. 1, 1. Alors, le point de coordonnées 1, 1, c'est aisé de le placer. Je l'avais déjà en pointillé. Donc, le deuxième point, il se trouve à peu près ici, là. Voilà. Et le deuxième point, c'est le point de coordonnées 0, 5. 0, 5, c'est ici. Alors, en traçant cette deuxième droite-là, elle doit forcément passer par le premier point que j'ai ici, qui m'a permis de prendre le morceau de la première droite qui m'intéresse. Alors, vous obtenez ceci. Comme le point n'est pas à l'endroit, c'est normal. Voilà. Sinon, la droite passe ainsi. Elle est aussi décroissante comme la première. Voilà. Alors, ce point, il n'est pas à l'endroit puisque l'autre droite n'a pas pu parcourir son chemin par rapport au tableau. Donc, il serait forcément plus haut. Et celui-là, il passe forcément par ce même point. Comme ça. Alors, maintenant, à partir de là, c'est la même jonction, c'est des parties soudées. Ce morceau est soudé ici. Et nous sommes dans l'intervalle moins 1 à 2. Donc, à partir de 2, je fais aussi une droite en pointillé qui coupe la deuxième droite que j'ai tracée. Voilà pourquoi, dans le tracé là, il faut toujours
être suffisant pour ne pas tomber à court d'espace. Sinon, cette droite, elle est décroissante et elle va jusque dans ce sens. Alors, à partir de 2, je mène une droite en pointillé verticalement qui nécessairement va couper cette deuxième droite-là en un point donné. C'est ce qu'on devait voir dans le premier cas. Voilà. Donc, vous voyez qu'à partir de 2, la droite en pointillé tracée coupe la droite ici en ce point. Donc, de moins 1 à 2, c'est ce morceau de droite que je veux. Ça veut dire, au-delà de ce point, la droite qui continue là-bas, je n'en ai pas besoin. Et ici, vous voyez bien que le point d'intersection, c'est ici. Et je ne veux plus l'autre partie, même si je continuais. Je n'ai plus besoin de cette autre partie. Donc, j'ai une jonction comme ça. Là, l'autre est continuée, et ça revient ici. Et maintenant, je passe à la troisième droite, en respectant aussi l'intervalle dans lequel je dois être quand je vais la représenter. Ça veut dire que l'autre partie, la dernière partie, va être soudée à ce point déjà. Alors, j'ai mon tableau de valeurs qui me permet de tracer cette droite. Si x égale 4, y égale à 1. Alors, j'utilise par exemple mon équerre pour être toujours dans le vrai. Alors, y égale 1 pour x égale à 4. Alors, je peux aller à partir d'ici. Voilà. Et le premier point de cette droite est celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai le deuxième point qui a pour coordonnées 2, moins 3. Donc, 2, moins 3. Moins 3, c'est là. Je prolonge simplement cette droite en pointillé et je trouve ce point ici. Ça veut dire que en traçant cette droite-là, elle doit nécessairement passer par ce point. Voilà. Alors, maintenant, voici les deux points qui passent forcément par là, parce que c'est une jonction de morceaux de droite. Alors, si je trace cette droite qui est donc croissante, j'obtiens ceci. Voilà, et de façon illimitée. Alors, je vois que à partir de 2, je coupe cette droite ici, bien naturellement. Donc, toute cette partie de la droite, je n'en ai pas besoin, puisque je suis dans l'intervalle fermé 2 à plus l'infini, et c'est à partir d'ici, 2 à plus l'infini. Donc, c'est cette partie de la droite qui est retenue pour cette dernière partie. Voilà. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que quand vous regardez bien, on avait donc une droite comme ça. Ensuite, une droite qui continue, qui vient comme ça. Et c'est celle-là là, qui remonte comme ça. C'est ainsi. Donc, ce sont des points de jonction. Voilà. De moins l'infini à moins 1, de moins 1 à moins 2, et de moins 2, de 2 plutôt à plus l'infini. Ça veut dire que lorsque vous tracez une fonction affine par intervalle, ce sont des morceaux de droite qui sont soudés forcément les uns aux autres, contrairement à une fonction en escalier. Voilà comment on trace donc une fonction affine par intervalle. Vous avez donc des morceaux. En traçant toute la droite, vous la prenez dans un intervalle donné ou dans un autre
et vous effacez la partie qui n'est pas dans l'intervalle que vous avez. Voilà. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à l'autre question. Il s'agit de la résolution graphique, la quatrième question. Je vais faire même ici. On a bien dit résolution graphique. Voilà. Alors, on dit A de x égale à 2. Alors, la résolution graphique veut dire qu'on n'a pas besoin de trouver des valeurs numériques pour x pour dire x égale à moins 5, x égale à 4. Non, ce n'est pas ça. On dit A de x égale à 2. Il s'agit tout simplement de trouver un certain nombre de points d'intersection de la fonction que vous avez tracée avec toute droite d'équation y égale à un nombre b, tel que ici dans notre cas, b égale à 2. Alors, pour ce tracé, vous avez la fonction devant vous. Ce qui est important maintenant, c'est de tracer maintenant y égale à 2. Alors, quand on dit y égale à 2, c'est une droite horizontale toujours. Alors, vous avez 2. Et maintenant, vous tracez la droite horizontale y égale à 2 aussi suffisamment que vous voulez. Alors, on va le faire en couleur pour qu'on puisse distinguer ce qu'on veut dire ici. Voici la droite d'équation y égale à 2. Alors, cette droite d'équation y égale à 2 que nous avons tracée, nous constatons simplement qu'elle coupe la fonction a, qui est une fonction affine par intervalle dont nous avons déjà la représentation dans le tableau. Alors, il s'agit de regarder tout simplement quels sont les points où cette droite horizontale que nous venons de tracer là coupe la fonction affine par intervalle déjà tracée. Ça se lit seulement sur votre figure. Alors, vous voyez bien qu'on a un point d'intersection ici entre les deux droites. Nous avons aussi un autre point d'intersection entre les deux droites. Mais la droite d'équation y égale à 2 qui est horizontale ne coupe pas la partie de la droite dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, quand vous regardez simplement, vous dites qu'il y a deux solutions. On indique le nombre de solutions qui correspond ici au nombre de points d'intersection de la droite d'équation y égale à 2 ou à moins 1 ou égale à 4 ou à moins 7, etc. avec la fonction affine que vous avez déjà représentée graphiquement. Donc, par simple lecture, nous voyons seulement qu'il y a deux solutions. Et vous le dites. Si vous ne dites pas le nombre de solutions, le correcteur ne peut pas savoir. Voilà, parce qu'il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4, il peut y avoir 0 solution, tout dépend de l'équation que vous avez, parce que si on avait dit de résoudre graphiquement ici dans notre cas l'équation a de x égale par exemple à moins 3, à moins 4, si vous tracez la droite horizontale y égale à moins 4, vous allez voir qu'elle ne coupe en aucun point la fonction a que vous avez déjà tracée. Alors, vous dites 0 solution ou bien aucune solution. Voilà comment on résout graphiquement de telles équations. Il ne s'agit donc pas de trouver des valeurs pour dire x égale à ceci, x égale à cela. Non, c'est le nombre de points d'intersection des deux droites, la droite horizontale et la fonction représentative que vous avez. Alors, ainsi donc s'achève cette première séquence d'exercice. On va en entamer donc un autre. Voilà. Donc, retenez comment on fait pour tracer une droite.
qu'elle soit affine, qu'elle soit linéaire, qu'elle soit verticale, qu'elle soit horizontale. Très important. Bien, nous poursuivons donc avec le grand 2 de cette deuxième de ce sujet numéro 2 pour toujours la première partie. Alors, dans cette partie-là, nous avons deux questions qui s'articulent ainsi qu'il suit. Première question, deux élèves A et B discutent. L'élève A déclare: dans ma classe, il y a 30 élèves. Si je multiplie le nombre de garçons par 3 et celui de filles par 2, j'obtiens en tout 85 élèves. L'élève B, quant à lui, déclare: ma classe compte 35 élèves. En multipliant le nombre de garçons par 2 et celui de filles par 5, l'effectif devient 55 élèves. Petit a, trouver le nombre de garçons et de filles de la classe de l'élève A. Petit b, pourquoi peut-on dire que l'élève A a raison? Deuxième question, G est une fonction telle que G de x égale moins 2x plus 13 demi au carré, moins 7x moins 11 demi au carré. Factoriser G de x, puis résoudre dans R l'équation G de x égale 0. Alors, donc, nous attaquons la première question de ce grand 2. Alors, les déclarations des deux élèves nous fait comprendre tout simplement, nous avertissent que pour répondre à ces questions-là, nous avons besoin de savoir traduire sous forme d'un système d'équations
dans R croix R un texte donné. Alors, dans notre cas, premièrement, on a dit de trouver le nombre de garçons et de filles de la classe de l'élève A. Voilà. Alors, comment allons-nous trouver le nombre de garçons et le nombre de filles que contient donc l'élève de la classe, la classe de l'élève A? Nous devons traduire sa déclaration par un système d'équations dans R croix R, parce que nous avons deux inconnus. Mais avant, il faut d'abord faire le choix des inconnus pour que les correcteurs suivent, pour savoir qui vous appelez A ou B ou X ou Y ou Z. Alors, nous allons choisir ces inconnus-là en disant qu'on désigne par X le nombre de garçons et Y le nombre de filles. Alors, lorsque nous avons fait le choix de nos inconnus, nous allons faire la traduction mathématique de la déclaration en deux temps. L'élève dit dans un premier temps que l'élève a dit donc dans un premier temps que dans sa classe, il y a 30 élèves. Or, les 30 élèves veut dire le nombre de garçons et le nombre de filles réunis. Alors, j'obtiens une première équation correspondant à cette déclaration qui est X plus Y égale 30. Sa deuxième déclaration, il change les nombres en disant qu'il multiplie le nombre de garçons par 3. Donc, il aura 3x. Et il multiplie le nombre de filles par 2. Il aura alors 2y. Et en tout, il doit avoir 85 élèves. Voilà. Voilà le système qui correspond à la déclaration de l'élève A. Et c'est dans sa classe qu'on veut savoir combien de filles ou de garçons il y a. Alors, ici, vous voyez bien que nous allons résoudre dans R croix R ce système. Mais alors, nous choisissons la méthode qui nous semble la meilleure. Sinon, on ne nous impose pas, puisque la question ne dit pas de résoudre dans R croix R un système d'équations, mais oblige à cela. Voilà pourquoi dans la méthode, on ne fait rigueur à aucun élève, quelle que soit la méthode qu'il utilise. Cependant, vous n'avez pas besoin de la préciser non plus. Ici, par exemple, il est plus judicieux de résoudre ce système par la méthode par combinaison linéaire en éliminant les inconnus une à une. Ici, on peut multiplier par moins 3 la première équation du système. Alors, cela nous permet d'obtenir moins 3x moins 3y égale à moins 90. Et l'autre reste inchangé. On a donc 3x plus 2y égale à 85. En additionnant maintenant membre à membre les équations de ce nouveau système, nous avons pu éliminer x. Il nous reste seulement moins y égale à moins 5. Ce qui veut dire que y égale à 5. Donc, nous avons trouvé que dans cette classe-là,
il y a 5 filles d'abord. On va chercher maintenant le nombre de garçons. Nous sommes obligés, on remplace par exemple Y par sa valeur donc dans la première équation. Voilà, sachant que là c'est la première et là c'est la deuxième équation du système. Alors, lorsque nous disons x plus y égale 30, alors cela signifie qu'on peut écrire x plus 5 égale 30, ce qui permet d'obtenir x égale à 30 moins 5, c'est-à-dire 25. Alors, maintenant, il ne faut pas donner ensemble solution ici. Si vous dites à la fin que S dans R croix R égale, on vous donne 0. Vous répondez à la question simplement en disant que dans la classe de l'élève A, il y a ici 25 garçons et 5 filles. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est cette rédaction-là qu'on veut. Voilà, c'est ça ici, là. Si vous avez écrit comme ça, on vous donne 1 point si la question compte 1 point, 2 points, etc. Mais si vous dites SR croix R, quand vous écrivez ça, qui est égal au couple, par exemple, 25, 5, là, on vous donne 0. Voilà, parce que ça, c'est hors sujet. On écrit l'ensemble solution lorsqu'on a dit résoudre dans R croix R, tel système ou tel autre. Bien, nous allons poursuivre maintenant avec la question suivante, qui se traduit simplement par une question. On dit pourquoi on peut dire que l'élève A a raison. Parce qu'entre les deux là, il y a un qui a tort. Maintenant, si l'élève A a raison, ça veut dire que B a tort. Maintenant, si B a tort, il faut que nous puissions le vérifier, le prouver. Parce que tous les deux ne peuvent pas avoir raison. Alors, dans cette question petit b, pour la déclaration de l'élève B, vous avez le système suivant. Lui, il a dit que dans sa classe, il y a combien 35 élèves. Donc, chez lui, x plus y égale 35. Et ensuite, il dit que s'il multiplie le nombre de garçons par 2, donc 2x, et celui de filles par 5, donc 5y, lui, il va trouver au total 55 élèves dans sa classe. Or, le nombre de filles et de garçons que nous avons trouvé, si B a raison, ça veut dire que les valeurs trouvées doivent vérifier son système. Alors, pour l'élève B, voici ces deux déclarations. Alors, nous allons vérifier simplement à l'aide de ce que nous venons de trouver pour x et pour y, chacune des deux équations du système qui équivaut aux déclarations de l'élève B. Nous, on a trouvé que x est égal à 25. Donc, 25 plus y qui est égal à 5, ça c'est égal à 30. Et c'est différent de 35. La seule vérification permet simplement de dire que l'élève B a tort, donc l'élève A a raison. Si l'on veut, on poursuit. Parce qu'on peut avoir maintenant 2 multiplié par 25 plus 3 multiplié par 5. Là-bas, on trouve 50 plus 15.
ce qui donne au total 65, qui est différent donc de l'effectif que lui il propose. Donc, nous voyons que les valeurs de x et de y ne vérifient pas l'équation, le système d'équation pour l'élève B. Alors, ça veut dire que l'élève B a tort. Donc, on peut dire que l'élève A a raison. Voilà. Donc, il faut vérifier. Il faut que ce que vous avez trouvé pour la classe de l'élève A ne vérifie pas la classe de l'élève B pour que lui, il dise que lui, il a tort, ce qui confirme que A a raison puisque les vérifications sont claires ici. Puisque si vous avez ici x plus y, on a 25 plus 5, ça fait bien 30. La première équation de A est vérifiée. Vous verrez dans la deuxième, 3x, ça fait 75, plus 10, ça fait bien 85. Les deux équations du système de l'élève A sont vérifiées avec les valeurs trouvées. Donc, lui, il a raison. Et les mêmes valeurs ne peuvent pas vérifier le système dû à la déclaration de quelqu'un d'autre qui a tort. Voilà. Alors, nous avons traité donc le petit b. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième question. Alors, une parenthèse, c'est une manière de dire, par exemple, qu'on peut vous dire, poser la question, est-ce que le couple 5, 25, 5 est solution de ce système, par exemple? Vous vérifiez et puis vous montrez effectivement que ce n'est pas possible. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la deuxième question qui traite donc d'une fonction polynôme G. Et cette deuxième question nous demande de factoriser une fonction polynôme, puis de résoudre une équation en utilisant donc cette même fonction polynôme. Alors, nous avons G tel que G de x égale moins 2x plus 13 demi E tout au carré moins à l'intérieur des parenthèses, je veux dire 7x. OK. Plus 11, moins 11 demi. Au carré. Voilà. Ici, c'est une seule question en deux volets. Premier volet, la factorisation donc de la fonction g. Et deuxième volet de la même question, la résolution dans R de l'équation g de x égale 0. Alors, factorisons g de x. Alors, on nous donne g de x égale moins 2x plus 13 demi
le tout au carré, moins 7x, moins 11 demi, le tout au carré. Alors, nous l'avons déjà vu dans le premier cas, il faut toujours être en mesure d'identifier les identités remarquables et les connaître par cœur. Parce que ici, vous n'avez pas de facteur commun possible à trouver. Alors, vous devez identifier que vous avez la forme a au carré moins b au carré, qui se traduit par a moins b facteur de a plus b. Ici, a et b sont des fonctions. Moins 2x plus 13 demi, 7x moins 11 demi. C'est pourquoi, dans la présentation, il faut toujours les écrire avec des parenthèses. En commençant donc par décrocher, alors on a a, c'est-à-dire moins 2x plus 13 demi, moins b, qui est 7x, moins 11 demi. Facteur maintenant de a plus b, c'est-à-dire moins 2x plus 13 demi, plus 7x, moins 11 demi. Maintenant, vous faites la cuisine à l'intérieur des crochets. Vous obtenez alors, les crochets même peuvent déjà tomber et devenir des parenthèses parce que vous supprimez les parenthèses qui sont à l'intérieur des crochets. Sachant que s'il y a un signe moins qui précède des parenthèses, il change tous les signes que vous trouvez à l'intérieur des parenthèses. Alors, vous obtenez moins 7x plus 11 demi. Facteur de moins 2x plus 13 demi plus 7x moins 11 demi. Alors, en poursuivant, vous avez donc moins 2x moins 7x qui donne moins 9x. Plus 13 demi plus 11 demi, on obtient 24 demi. Vous pouvez l'écrire. Mais c'est à vous de comprendre par la suite ce qu'il faut faire. Ici, on a moins 2x plus 7x qui donne 5x. Et ensuite, plus 13 demi, moins 11 demi, c'est plus 2 demi. Alors, vous allez voir maintenant que ici, pour ce qui constitue des fractions de part et d'autre dans chaque parenthèse, ce sont des fractions qui sont réductibles, donc on peut simplifier. Vous obtenez alors moins 9x plus, et 24 sur 2, ça fait simplement 12. En facteur donc de 5x plus 1, parce que 2 demi, ça fait 1. Alors, vous regardez, l'élève qui s'arrête ici, on lui donne les points parce qu'on a dit de factoriser et ce qu'il a obtenu est effectivement un produit de facteur premier. D'autre part, il y en a qui vont avoir la finesse de comprendre qu'il faut examiner si dans chaque parenthèse, l'expression que l'on a est factorisable ou non avant de s'arrêter. Et quand vous regardez dans les premières parenthèses, vous voyez bien que moins 9 et 12 sont tous les deux multiples d'un même entier naturel. Alors, on peut factoriser cette expression par moins 3. Et on obtient alors 3x moins 4, facteur de 5x plus 1. Voici la bonne forme factorisée que vous devez pouvoir produire pour montrer que la factorisation est totale. Il n'y a plus d'autres termes ici qu'on peut factoriser. Ensuite, vous passez maintenant à la résolution de l'équation.
demande de résoudre donc dans R l'équation g de x égale 0. Alors, g de x égale 0 signifie toujours, et dans ce cas, vous voyez que le deuxième membre de l'équation est 0, alors on utilise obligatoirement la forme factorisée de la fonction qu'on a trouvée, qui est ici moins 3 facteur de 3x moins 4 facteur de 5x plus 1 égale 0. Alors, vous assistez à ce qu'on appelle un produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Mais qu'est-ce qui est concerné par la résolution? C'est seulement les termes en x. Parce que vous voyez bien que moins 3 ne peut pas être égal à 0. Lui, il est toujours différent de 0, donc il ne fait pas partie de la résolution que vous devez entreprendre. Alors, vous le laissez tomber simplement. Sinon, si vous voulez, vous dites moins 3, mais dites moins 3 est différent de 0, mais ce n'est pas utile. Vous devez savoir que moins 3 est un nombre qui est différent de 0, et si vous ne le dites pas, le professeur le comprend. Alors, on passe simplement à chaque terme en x. Si l'un ou l'autre est égal à 0, cela est suffisant pour que le produit soit égal à 0. Pas besoin des deux à la fois. Voilà pourquoi on a dit ou. Mais si vous ne voulez pas écrire le ou parce que vous confondez, mettez point virgule simplement pour séparer les deux équations. Cela vous permet d'avoir 3x égale 4 ou bien 5x égale moins 1. C'est-à-dire x égale 4 tiers ou bien x égale moins 1 cinquième. Voici les deux valeurs que vous allez trouver dans la résolution de votre équation. À présent, si vous restez ici, on ne vous donne pas de points. Parce que si on vous dit de résoudre, ça veut dire qu'on s'attend à la fin à ce que vous puissiez nous dire quel est l'ensemble solution que vous avez trouvé. Alors, vous le dites. L'ensemble solution dans R est égal à l'ensemble des valeurs que vous venez de trouver. S'il y en a 20, vous inscrivez toutes ces valeurs à l'intérieur. Mais ici, on n'a pas besoin de commencer par le plus petit nombre avant d'aller au plus grand nombre parce que c'est simplement une équation. Alors, nous avons trouvé les valeurs 4 tiers et moins 1 cinquième. Voici l'ensemble solution que vous devez trouver. Et si la question c'est 1 point, vous avez 1 point. Mais si vous n'avez pas écrit l'ensemble solution, il n'y a pas de note. Bien. Ici aussi, on a fini avec cette étape. Et on va poursuivre avec ce qui reste.
Bien, nous poursuivons avec l'exercice suivant et qui nous amène en statistique dans ce grand 3. Alors, vous avez un tableau dans lequel on a fait la répartition sous forme d'intervalle, c'est-à-dire de classes, des animaux d'un paysan donné, selon le poids de ces animaux-là. Alors, nous n'allons pas reproduire forcément le tableau en tant que tel, nous allons prendre les différents intervalles afin de pouvoir vous faire voir simplement ce qu'il faut remplir comme chose. Alors, dans un premier temps, puisqu'on nous dit de donner l'amplitude de cette série. Alors, lorsqu'on demande de trouver l'amplitude d'une série statistique, c'est lorsque les répartitions des modalités sont faites en classe. Alors, l'amplitude est la même pour tous les intervalles que vous avez, c'est-à-dire 25-35, 35-45, 45-55, 55-65. Toutes ces classes-là ont la même amplitude. Donc, si on trouve l'amplitude d'une classe, c'est aussi celle des autres. Alors, nous allons dire ici que l'amplitude est alors, pour calculer l'amplitude d'un intervalle ou d'une classe, on fait simplement la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, on a 35 moins 25. Est égal à 10. Donc, l'amplitude, ici, de la série, c'est 10. Maintenant, on vous demande de compléter la ligne des fréquences. Donc, vous avez ici 4 classes. Cela veut dire qu'on aura 4 fréquences que nous allons déterminer. Maintenant, pour chaque classe, comment on en détermine donc la fréquence? Pour trouver les fréquences, d'abord, classe par classe, mais il faut tenir compte de l'effectif total qui n'a pas été donné ni demandé, mais que vous avez l'obligation de calculer sinon vous ne pouvez pas trouver les fréquences de chaque classe. Alors, l'effectif total est, et vous additionnez les effectifs partiels, c'est-à-dire 30 plus 15 plus 5 plus 20. Ce qui vous donne 70. Donc, il y a au total 70 moutons. Si je ne me trompe, 45, 50, 70. Voilà. Alors, maintenant, à partir de l'effectif total, on va trouver les fréquences de chacune des classes qui sont dans le tableau. Alors, pour la classe 25, 35, la fréquence que nous devons trouver ici, on va l'appeler par exemple ici N1, qui est égal toujours au quotient de l'effectif de la classe à l'effectif total. On a donc 30 divisé par 70, c'est-à-dire 3/7. Et on trouve toujours, vous faites toujours la division pour trouver un nombre décimal. Si la division ne finit pas, restez à 2 chiffres après la virgule. Alors, 3/7, quand nous faisons la division, on a, voilà, 0,42. Et dans ces conditions, on dit que la première fréquence est 0,42. Alors, la fréquence s'exprime sans unité ou en pourcentage. Lorsqu'on n'a pas dit d'exprimer la fréquence en pourcentage, vous vous limitez au nombre décimal que vous trouvez dans chaque cas. Mais si on a demandé de l'exprimer en pourcentage, vous multipliez le nombre décimal obtenu par 100. Vous allez avoir ici, par exemple, 42%. Voilà. Entre parenthèses, on peut dire que n égale à
environ 42%. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres classes. Alors, pour la classe suivante, de 35 à 45, la fréquence N2 est égale au quotient de 15 par 70. Alors, quand on va diviser 15 par 70, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, maintenant, on a une fois. Donc, 0,21 environ, puisque la division ne finit pas. Ensuite, pour l'avant-dernière classe, de 45 à 55, N3, la troisième fréquence, est égale à 5 sur 70. Alors, 5 divisé par 70, on a 0,0 quelque chose. Donc, 7, 0, 7 fois 7, 49, voilà, 0,07. Et enfin, pour la classe 55 à 65, on a la fréquence N4 qui est égale à 20 sur 70. En simplifiant, on peut avoir 2 septièmes. Et quand nous divisons maintenant 2 par 7, fois 7, 56, voilà, 0,28. Voilà les différentes fréquences que vous avez donc à compléter dans votre tableau. Vous obtenez donc ici 0,42, 0,21, 0,07 et 0,28. Voilà. Maintenant, s'il faut exprimer dans chaque cas en pourcentage, on va le faire en même temps pour que vous puissiez être prévenus. Ici, ça fait 21%. Ici, ça fait 7%. Et ici, on peut avoir simplement 28%. Si on a demandé d'exprimer la fréquence en pourcentage, c'est égal à la fréquence trouvée multipliée par 100, toujours. Voilà. Et en troisième ressort, on nous demande maintenant de construire l'histogramme des effectifs. Nous précisons ici que pour construire un histogramme ou un diagramme en bâton, on donne toujours une échelle qui soit la même pour tout le monde, afin que chaque candidat n'ait pas à choisir sa propre échelle. Alors ici, nous allons prendre donc en abscisse 1 cm pour 10 kg et en ordonnée 1 cm pour 5 moutons. Parce que vous voyez bien qu'avec les nombres que vous avez, les feuilles ne peuvent pas contenir ces graduations. Alors, nous allons passer maintenant à la représentation de l'histogramme de notre série. Alors, pour tracer un histogramme ou un diagramme en bâton, vous avez toujours besoin d'un repère. OK. Cinq animaux.
parce qu'on ne nous a pas dit si c'est des moutons ou des chèvres. Donc, nous allons écrire animaux tout simplement. Voilà. Alors, donc, vous tracez simplement votre repère en tenant compte, n'est-ce pas, de la graduation que vous devez suivre. Vous avez objectivement besoin d'être droit. Vous savez déjà que les axes sont nécessairement perpendiculaires. Donc, vous tracez ainsi qu'il suit. Sauf que il n'y a rien de négatif parce qu'il n'y a pas moins 2 moutons, il n'y a pas moins 3 moutons ou moins 5 animaux particuliers. Donc, voici votre repère. Les axes sont forcément perpendiculaires. On a dit 1 cm pour 10 kg. Donc, les poids sont inscrits toujours en abscisse parce que ce sont des modalités. Alors, si vous prenez 1 cm pour 10, ça veut dire que dans votre graduation, vous devez pouvoir réussir. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, voilà, 70. À partir d'ici, c'est déjà suffisant. Et en ordonnée, vous allez donc prendre 1 cm pour les animaux recommandés, sachant que nous en avons au maximum 30. Donc, voilà. Qui sont donc ici donc les effectifs. Parce qu'on a dit le diagramme, pardon, l'histogramme des effectifs. C'est bien précisé. Alors, par définition, vous devez vous rappeler qu'on appelle histogramme une série de petits rectangles juxtaposés que vous devez construire. Un peu comme en géographie où vous avez découvert la pyramide des âges. Maintenant, il faut respecter les différentes classes et les effectifs appropriés. Alors, nous avons dit que de 25 à 35, on a un effectif de 30. Vous êtes libre de travailler ainsi qu'il suit. Partez à l'effectif 30 et vous allez faire maintenant une droite en pointillé parallèle à l'axe des abscisses qui couvre donc l'intervalle indiqué ainsi qu'il suit. Voilà, c'est suffisant. Maintenant, c'est de 25 à 30. Donc, dans la graduation que nous avons, si nous parlons de 25, nous avons donc 20, 25, il faut repérer cela. 25 se trouvera donc ici. Et 35.
aussi se trouvera là. Voici donc la première classe. Donc de 25 à 35, nous allons maintenant trouver ce qui nous correspond pour construire la première classe. Voilà. Alors, à partir d'ici, ils ne sont pas trop s'éloigner. Voilà un côté de notre premier rectangle. Et nous allons à 35. Et voilà le premier rectangle que nous obtenons. Il faut le régulariser totalement. Voilà, ça veut dire que tout ce qui est ici comme droite en pointillé, nous n'en avons plus besoin. On a le premier rectangle. Et maintenant, on passe au suivant. Là-bas, nous sommes dans la classe 35-45. Donc, 40, 50, 45, celle-là. On a 45, 55. On va le faire une bonne fois. Et 55, 65. Voilà. Voilà, c'est ceux-là qui nous intéressent. Nous allons les souligner pour pouvoir nous repérer simplement. Voilà. Alors, maintenant, nous voyons ici que dans cette classe, nous avons un effectif de 15. Alors, à partir donc de cette valeur, nous traçons une droite en pointillé qui couvre l'intervalle jusqu'à 45. Mais ne traversez pas les rectangles par les droites en pointillé. Donc, vous allez à la fin et vous poursuivez votre droite en pointillé parce que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est juste pour repérer le niveau du rectangle où vous devez vous arrêter. Voilà. Et à partir de là, maintenant, il vous faut simplement tracer le côté du deuxième rectangle. C'est délicat. Voilà. Je vais juste placer mon équerre. Allez comme ça. Voilà. 35 à 45. Voici le deuxième rectangle. Et j'achève ainsi. Voilà. Ensuite, de 45 à 55, j'ai un effectif de 5. Donc, de la même manière, somme à 5. Voilà. Et à partir d'ici, je trace le côté manquant, sachant que je suis de 45 à 55.
Et enfin, de 55 à 65, je suis à 20. Et c'est le dernier rectangle que je vais construire. Donc de 55 à 65. Alors, il faudra être aussi bien précis dans les graduations et dans vos tracés en utilisant le matériel convenablement. Voilà. C'est l'équerre qui doit être utilisé. Mais si on le fait, on peut casser notre équerre ici. Voilà pourquoi vous allez comprendre simplement que c'est toujours des parallèles et des perpendiculaires. Bon, si vous n'avez pas le temps d'effacer les pointillés, ce n'est pas bien grave. L'essentiel est que les pointillés ne traversent pas les différents rectangles que vous avez construits. Et vous écrivez en bas simplement histogramme des effectifs. Même si vous l'avez dit plus haut, il faut le faire en bas, c'est la légende. Mais ne mettez pas histogramme tout court, parce qu'on vous a dit histogramme des effectifs, donc il faut le dire aussi. Voilà, c'est comme ça. Voilà comment on construit un histogramme dans une série statistique. Alors, on rappelle ici que l'histogramme n'est demandé que lorsque vous êtes dans une série où les modalités sont réparties sous forme d'intervalles, c'est-à-dire sous forme de classes. Et pour calculer la moyenne d'une telle série, on va se servir d'abord de ce qu'on appelle les centres de classe. Donc, vous divisez l'amplitude, chaque amplitude par 2, mais ici, ce ne sont pas les amplitudes qu'il faut prendre en compte. On additionne simplement les bornes de chaque classe et on divise par 2. Parce que ici, toutes les classes ont la même amplitude, mais n'ont pas le même centre. Et les centres de classe viennent remplacer maintenant des grandeurs numériques pour les modalités. OK. Merci. OK. Alors, nous avons donc achevé notre travail et je prie le Seigneur avec vous que ce que vous avez suivi, en tout cas, soit fructueux et puisse vous éclairer davantage. N'ayez pas peur. Prenez attentivement le temps de lire tout le sujet afin de savoir comment il faut remédier, il faut traiter certaines questions. Soyez précis dans ce que vous écrivez parce que la rigueur mathématique compte beaucoup. Il y a beaucoup qui font des productions que l'on condamne à la correction mais ils ne peuvent pas le savoir parce que la rédaction n'a pas été rigoureuse au plan mathématique. Donc, relisez brièvement le cours, relisez ce que vous venez de suivre et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne chance.